Bonjour à tous et merci d'être venus nombreux à la table ronde dédiée à la cybersécurité. Nous avons voulu organiser un face-à-face entre des fournisseurs de technologies et des utilisateurs de technologies pour aborder tous les aspects de ce que Warren Buffett qualifie du number one problem with mankind, ce que Jimmy Rometty, le patron d'IBM, qualifie the greatest threat to every company in the world, et ce que certains de nos speakers, dans leur document d'introduction en bourse la semaine dernière, qualifient d'un marché mondial attractif en croissance de 9% par an à l'horizon 2026. Il y aura deux principales parties. Une première pendant laquelle nous allons aborder la menace et décrire les manières de se protéger au mieux. Et une deuxième pendant laquelle on va réfléchir à comment faire émerger des champions technologiques français et une filière cyber forte. Nous avons, pour nous éclairer, 6 incroyables speakers qui, étant 6 et n'ayant que 60 minutes, je vais me permettre de commettre l'affront de ne pas les laisser se présenter et je vais faire donc le travail pour eux. Et nous avons la chance donc d'avoir Lionel Chen, qui est le DSI de BPI France. Nous avons Emmanuel Negelen, qui est un colonel de l'armée de l'air, je tiens à le préciser, et DGA, donc directeur général adjoint de l'ANSSI. Nous avons Jérôme Billois, qui est partner dans le cabinet Wavestone. Nous avons Garance Mathias, qui est avocate pour le cabinet Mathias et Associés, je pense. Nous avons Renaud de Raison, qui est le fondateur et CTO de Tenable, une des plus grandes sociétés cyber au monde et qui s'avère être américaine. Et Olivier Brettmeyer, qui est le fondateur et CEO jusqu'à il y a peu de temps d'Exclusive Networks et qui vient donc de réussir une très belle introduction en bourse. Pour commencer, il est indispensable bien sûr de faire un état des lieux de la menace et donc nous avons la chance d'avoir la personne qui protège tous les Français, toutes les institutions parmi nous. Ça va peut-être être la période la moins interactive de la table ronde, mais aussi la plus fascinante, je pense. Alors Emmanuel, peux-tu nous illustrer en quoi plus personne aujourd'hui ne peut se permettre d'ignorer la menace cyber ? Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, la menace cyber, elle a explosé. Ça vous en êtes tous rendu compte ces dernières années. Et finalement, pour la décrire, il y a une image classique, mais qui marche assez bien, en tout cas moi je trouve, c'est celle de l'iceberg. Avec une vraie différence par rapport à un iceberg, c'est qu'au lieu de fondre, l'iceberg grossit, dans notre cas. Alors cet iceberg, effectivement, il a une partie émergée, qu'on voit tous les jours dans l'actualité, c'est la cybercriminalité. Et effectivement, cette partie émergée, elle a beaucoup grossi ces derniers temps. Et puis, il a une partie immergée qu'on voit moins, que nous, on voit à l'ANSSI, qui est ce qu'on appelle la menace étatique. Et cette menace étatique, elle a aussi grossi, ce qui fait qu'effectivement, l'iceberg grossit. Et tout ça, c'est quand même le même iceberg. C'est-à-dire que, évidemment, il peut y avoir de temps en temps des liens entre la partie émergée et la partie immergée. Alors concrètement, la cybercriminalité, qu'est-ce que c'est ? C'est de la criminalité appliquée au cyber. Donc c'est des gens qui cherchent à maximiser le profit avec un minimum d'efforts. Et donc vers quoi ils vont ? Ils vont vers les cibles qui ont le plus fort attrait en termes de gains et qui sont surtout les plus faciles à pénétrer. Et ça tombe bien parce que aujourd'hui, nos systèmes d'information, vous savez, sont bien souvent des passoires. Et là, je fais de procès à personne, mais c'est la réalité, quoi. Et donc, c'est une menace absolument indiscriminée, puisque ces gens-là vont au moindre effort. Donc, dès lors qu'ils trouvent une cible, ils l'attaquent, quitte à se rendre compte après, par exemple, qu'elle n'est pas du tout en mesure de payer une rançon. C'était le cas des hôpitaux français. On voit bien qu'on a eu affaire à des attaquants qui ont peut-être imaginé que les hôpitaux français marchaient comme des hôpitaux américains ou des cliniques américaines, et ils se sont très vite rendus compte qu'en fait, non. Voilà. Donc une menace très indiscriminée, très massive, pour laquelle on est évidemment on est inquiet à l'ANSSI, mais dont on se dit aussi que forcément c'est une partie qui va fondre. Pourquoi ? Parce qu'effectivement il y a des choses à faire.
Il ne vous a pas échappé que les services de police et de justice ont commencé à sérieusement s'en occuper. En France, en Europe, aux États-Unis, le FBI mène des campagnes qui sont maintenant extrêmement dures contre ce type de criminels. Et puis, il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être appliquées très rapidement et très simples, qui permettent de se protéger contre cette menace-là. Et il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Je pense que ça, c'est une vraie différence depuis quelques mois, depuis quelques années. C'est qu'avant, quand vous rentriez dans un COMEX pour parler de cybersécurité, vous étiez regardé comme une chose étrange, intéressante mais étrange. Aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'il n'y a plus aucun COMEX qui ignore ce fait-là, quoi. Donc, c'est toujours un gros problème, mais on est quand même assez persuadé que ça va diminuer. En revanche, la menace étatique, elle continue de croître. Je ne vais pas m'étendre sur l'épisode de l'été que vous avez tous suivi, mais on voit bien que finalement, ce qui était avant un sport réservé à une petite élite d'États en avance, très puissants, qui avaient développé des capacités dans ce domaine-là, eh bien finalement, ça s'est normalisé. On a maintenant des entreprises qui développent des capacités, qui les vendent à des gens qui veulent effectivement disposer de capacités d'espionnage, que ce soit pour espionner d'ailleurs son ex-femme ou pour espionner un chef d'État ou des gouvernements. Et donc ça, effectivement, c'est extrêmement inquiétant de notre point de vue, parce que là, on a affaire à des menaces beaucoup plus sophistiquées, beaucoup plus difficiles à contrer, et pour lesquelles aujourd'hui, encore une fois, il y a une vraie normalisation finalement. Ça devient normal finalement d'espionner son voisin, son allié, son partenaire, pour savoir qu'est-ce qu'il pense, quelles sont ses intentions, aussi bien du point de vue économique que politique. Et ça, effectivement, de notre point de vue à l'ANSSI, c'est notre plus grosse inquiétude. Voilà, donc voilà ce que je pouvais dire sur la menace en quelques mots. Merci beaucoup. Donc on a eu une vision très macro, voire géopolitique. Garance, peux-tu nous éclairer aussi sur la dimension humaine? Autrement dit, qu'est-ce que c'est pour un salarié dans une entreprise d'être celui qui a permis à une attaque de réussir à pénétrer, et généralement de manière inintentionnelle pour ce salarié, hein? Oui, donc déjà merci de m'avoir invité et de me donner la parole. Donc je vais reprendre effectivement l'image de l'iceberg, parce que je trouve que ça va permettre aussi d'illustrer sur la question, c'est-à-dire ce qui va se passer à l'intérieur de l'entreprise. On dit, et on le dit depuis de nombreuses années, dans ce que je vais vous dire est loin d'être nouveau, que le risque et l'appréhension du risque cyber vient de l'intérieur, que la menace est certainement externe, mais à la base, on va retrouver un individu qui va le faire, soit dans le cas d'une défaillance, on va dire, non volontaire, va commettre effectivement, tout simplement, va cliquer sur un message, va non respecter une mesure d'hygiène informatique peut-être classique, ou sinon, l'autre côté, mais je pense qu'on en abordera un peu plus tard, c'est l'acte malveillant. Je suis salarié et en toute conscience, je vais commettre un acte malveillant pour des raisons professionnelles, personnelles, enfin qu'importe, les raisons sont multiples, mais c'est un acte malveillant. Premier cas, c'est-à-dire le salarié qui, en toute, on va dire, bonne foi, va commettre, va introduire, va être l'auteur, on va dire, le déclencheur du risque de l'entreprise et de la réalité, que ce soit sur le rançongiciel ou d'autres choses. Alors déjà, premier point d'interrogation, c'est est-ce que l'employé, le salarié, le collaborateur, d'une manière générale, était formé? Est-ce qu'il avait été sensibilisé? Est-ce qu'il savait? Tout simplement, est-ce qu'il y a un risque? Donc les anglo-saxons ont une expression très imagée, qui disent toujours que l'impulsion vient de la direction, tone of the top. Et c'est vraiment ça, c'est qu'un collaborateur doit avant tout être formé, le COMEX, on l'a dit, doit avant tout être formé et sensibilisé. C'est que si le collaborateur, d'une manière naïve, en bonne foi qu'importe, a fait une action alors qu'il ne savait pas que cette action pouvait avoir des conséquences sur l'entreprise, sur le groupe, là-dessus, s'il a contourné, même parce que les mesures, on va dire, de sécurité mal paramétrées, effectivement, le collaborateur ne pourra pas être sanctionné d'une manière générale. En revanche, et là c'est l'autre cas, c'est-à-dire si d'une manière volontaire, avec les sensibilisations, avec tous les moyens, je contourne volontairement, j'installe en toute illégalité, c'est-à-dire que je ne respecte pas les chartes d'entreprise, que je ne respecte pas, on va dire, les mesures, on va dire, de base
qu'on m'a explicité, qu'on m'a formé, là, effectivement, je serai répréhensible. Mais il y a toujours un maillon, il y a toujours un point d'entrée quelque part. La plupart du temps, c'est à l'intérieur de l'entreprise. Donc l'iceberg, effectivement, on voit toujours la presse qui fait écho de toutes les attaques, toutes les rançons, et c'est une vraie réalité. Le risque cyber fait partie des risques qui sont pris en compte d'une manière extrêmement forte. Mais avant toute chose, c'est le facteur humain. Sans l'humain, on ne pourra pas lutter, on ne pourra pas former, on va dire, efficacement sans le risque cyber. On peut avoir tous les merveilleux outils, procédures, contrats, vous voyez, je parle aussi en tant qu'avocat des documents contractuels qui seront là pour protéger, mais sans la prise en compte de l'humain, il n'y aura pas, effectivement, à mon sens, de lutte efficace, que ce soit en termes de lutte offensive ou d'approche prévention, puisque la sensibilisation, c'est la prévention. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup. Lionel, chez BPI France, cette augmentation du nombre d'attaques s'est traduite comment en fait ? En fait, pour rebondir sur les deux interventions précédentes, je vais vous donner juste quelques éléments. Depuis 2020, l'Europe est la zone la plus attaquée. Pour information, avant, c'était l'Amérique du Nord. La France est le troisième pays le plus attaqué. Le secteur de la finance est le secteur number one, parce qu'effectivement, on est un peu bankable, donc c'est notre métier. Donc là. Et en plus, comme on est une institution d'État quelque part au service de l'État, vous pouvez vous positionner du niveau de ranking de BPI France dans ce sujet-là. Donc voilà. Et c'est vraiment une course de vitesse par rapport à ces sujets-là, parce que nous, on est soumis, je dirais, aux deux côtés du glaçon, donc pour une grande partie de ces sujets-là. Et moi qui suis DSI maintenant depuis quelques années, et la communauté des DSI aidée de leur RSSI, on doit changer de vitesse autour de ces sujets-là, parce que voilà, le sujet n'a plus rien à voir, ne serait-ce que ce que je voyais moi il y a 2 ans quand j'étais DSI dans une autre organisation. Donc on est au cœur de ce sujet-là, et BPI France est je dirais un exemple très concret de ce qui existe là. Je voulais aussi évoquer le cas des TPE, PME. Donc aujourd'hui, on évoquait, il faut qu'il y ait quelqu'un au bord du COMEX, mais il faut qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe de direction d'une PME qui s'occupe de ce sujet-là. Donc aujourd'hui, les attaques par rançongiciel, là c'est 24% de la menace au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est passé à l'ère industrielle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un kit de ransomware sur le dark web, c'est quelques dollars, avec la possibilité de gagner des centaines de milliers de dollars. Donc on est rentré dans une ère industrielle, donc il faut se protéger, comme ça a été évoqué. Tout le monde est concerné, les PME aussi. Et là, c'est notre rôle, je dirais, de BPI France, d'aider ces acteurs-là à prendre conscience aussi de ces sujets-là. Donc on a des guides pour aider tous nos entrepreneurs, les former autour de ces sujets-là. Donc BPI, on est sur tous les sujets de la PME à notre propre exemple, qui est effectivement un sujet majeur et qui a totalement changé en quelques mois, je dirais même maintenant. Merci beaucoup. Alors Jérôme, pour conclure un peu sur ce sujet de l'état des lieux de la menace, quelle est la vision de Wavestone qui a une bonne idée de la maturité de ses clients et qui voit l'augmentation des attaques ? Quelles sont vos prévisions un peu à long terme ? Est-ce qu'on va réussir à baisser le nombre d'attaques réussies à un horizon plus ou moins court, ou est-ce qu'on est contraint à vivre dans un monde où les attaques sont possibles et fonctionnent et continuent de croître ? Alors, ce qu'on observe sur le terrain, en particulier par notre équipe de réponse à incidents qui va aider les entreprises quand elles sont victimes d'attaques, c'est que la situation n'est quand même pas très rose. Et le niveau finalement de sécurisation des systèmes d'information des entreprises est aujourd'hui encore trop faible. On a 10 à 15 ans de sous-investissement dans ce domaine-là. Et finalement, ce qui aujourd'hui limite le nombre d'attaques, c'est pas le nombre de cibles, c'est pas la sécurité qu'il y a chez ces cibles, c'est finalement le nombre de cybercriminels qui ont envie d'attaquer. Donc voilà, l'horizon dit comme ça n'est pas forcément extrêmement rose. Et on voit bien qu'il va falloir agir sur plusieurs leviers simultanément. Il y a un levier évidemment dans les entreprises pour rattraper ce retard d'investissement, à la fois d'un point de vue technologique mais aussi d'un point de vue humain. Quand on voit aujourd'hui les ratios en moyenne dans les grandes entreprises, il y a une personne dédiée à la cybersécurité pour quasiment 1500 employés. Si on arrivait à rapprocher ce ratio déjà de 1 pour 1000 et après de 1 pour 500, 600 qui sont des bons chiffres et qui permettent d'agir concrètement sur la menace, c'est ce qu'on voit chez ceux qui sont le plus en avance, je pense qu'on franchirait déjà un très bon pas. Donc ça, c'est la responsabilité des COMEX, de l'entreprise de se mobiliser. Ensuite, il y a un deuxième axe sur lequel pour moi on doit absolument agir, c'est l'axe de l'écosystème numérique.
En fait, aujourd'hui, quand on achète un logiciel, quand on achète une application, c'est un peu comme dans les années 70, quand on achetait une voiture, il n'y avait pas la ceinture de sécurité. Et il fallait retourner au garage pour faire monter la ceinture de sécurité dans le véhicule. Et en fait, c'est pareil, quand on achète un logiciel aujourd'hui, il n'y a pas de sécurité embarquée. C'est l'acheteur qui, après, doit prendre le temps de rajouter, de configurer des options, etc. Et donc, pour moi, on doit vraiment pousser pour avoir cette sécurité par défaut, le fameux by design qu'on évoque souvent dans notre secteur, pour que quand on achète quelque chose, il soit sûr et que déjà on prenne moins de risques que ce qu'on en prend aujourd'hui. Et le troisième axe, et je pense qu'on va y revenir aussi, c'est il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui il y a une forme d'impunité pour tous ces cybercriminels. Alors évidemment, les cybercriminels d'État, la situation est très complexe quand on est face à des systèmes des services de renseignement, etc. Mais pour toute la frange criminelle qu'on évoquait tout à l'heure, il y a encore trop de lenteur, trop de retard dans la capacité à aller les chercher sur le terrain. Heureusement, les choses changent un petit peu. Vous avez peut-être vu dans l'actualité au mois de juin, le président Biden a rencontré le président Poutine et le premier sujet qu'ils avaient dans l'ordre du jour, c'était quand même la cybercriminalité et la capacité justement de coopérer entre États pour aller chercher ces criminels qui font partie de mafias, qui font partie de groupes qui cherchent vraiment le profit et qu'on peut aller chercher. Donc je tiens quand même à signaler qu'il y a eu des belles arrestations depuis le début de l'année, dont certaines ont été rendues possibles grâce à la police française ou à la gendarmerie. Vous avez vu peut-être l'annonce il y a 2 jours là, justement d'une coopération entre le FBI, la gendarmerie, Europol, Interpol, qui a permis l'arrestation d'un groupe. Donc là-dessus, ça progresse aussi, mais clairement, il va falloir encore aller un cran plus loin pour être beaucoup plus rapide, parce qu'on le voit bien dans les affaires, les délais de coopération entre forces de police, c'est plutôt à l'échelle des mois, alors qu'on sait qu'un groupe de cybercriminels, ils ont une fluidité d'action qui est plutôt à l'échelle de la semaine. Donc voilà, pour moi, l'horizon n'est pas si négatif que ça. On peut agir à la fois dans les entreprises, chez les fournisseurs numériques et au niveau des États. Olivier, est-ce que tu rejoins cette vision que se protéger fonctionne et qu'on va globalement dans la bonne direction, ou est-ce que tu as le sentiment que la menace nous dépasse et que même si on avance, la surface exposée demeure de plus en plus élevée? Alors moi je suis un petit peu moins optimiste, étant sur ce marché depuis un peu plus de 20 ans. C'est probablement un des marchés qui évolue le plus et le plus rapidement. Donc dès qu'il y a une vulnérabilité, dès qu'on y pallie, il y en a une nouvelle qui arrive et ça évolue sans cesse. Et il y a une grosse imagination. Et aujourd'hui, on ne voit pas du tout baisser. Bien au contraire, le nombre de vulnérabilités augmente. Donc c'est clair qu'en France, on est en retard par rapport à d'autres pays sur le niveau d'installation des produits. Donc il y a un effort à faire. Mais il ne faut pas rêver, ce n'est pas en achetant un produit qu'on va être protégé. Comme le disait monsieur, un produit ne protège pas, ce sont les règles de sécurité qu'on va mettre dans le produit. Et donc pour ça, il faut des compétences. Il en manque un peu sur le marché. Mais par contre, il y a un réseau de partenaires et d'entreprises très compétents qui peuvent aider les PME sur ces secteurs-là. Donc voilà, je pense qu'il y a malheureusement, il y a de plus en plus d'attaques et on ne voit pas ça baisser. Un des points, c'est de se protéger. Mais le second, et qui me paraît plus important, c'est une fois qu'on est attaqué, parce que quand on discute avec les fabricants, ils vous disent pas vous ne serez pas attaqué, ils disent vous serez attaqué, mais on ne sait pas quand. Et une fois que vous êtes attaqué, c'est qu'est-ce que vous faites pour remédier et pour remettre votre entreprise en ordre de marche. Et c'est une des choses les plus importantes, parce que vous vous ferez attaquer quoi qu'il arrive. Très clair. Donc du coup, il y a plus ou moins d'optimisme au sein du tour de table. Toi, Renaud, qui vis à cheval entre les États-Unis et les US, quel regard portes-tu aujourd'hui sur le niveau de sophistication des RSSI français et européens comparé à ce que tu vois aux États-Unis? Alors, bonjour. Alors, le marché français est moins mature que le marché américain. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que dans les années 2000, le marché américain, il y a des contraintes juridiques fortes qui ont été mises en place. Donc typiquement, il y a eu le scandale Enron dans les années 2000. Une loi est passée qui s'appelle Sarbanes-Oxley et la loi a dit, en substance, si votre système d'information n'est pas d'équerre, prison pour le directeur financier, qui est devenu pénalement responsable. Donc qu'est-ce qui se passe tout à coup? Quand la loi est passée, tout à coup les budgets en cybersécurité se sont libérés.
Dans le secteur hospitalier, par exemple, tout ce qui est relatif au médical, pareil, il y a une loi qui s'appelle HIPAA qui est passée, qui dit si des informations sur les patients fuitent pour cause de négligence, prison. Donc encore une fois, des budgets se sont libérés. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça c'est la nature américaine. La manière dont les Américains travaillent de manière générale, c'est l'ultra-spécialisation. Donc c'est l'armée. Chacun a une tâche qui est très très définie. On n'a pas cette culture de personnes qui ont plusieurs casquettes. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on est arrivé à une ultra-spécialisation des produits de sécurité. Donc les équipes sont ultra-spécialisées, ils utilisent des produits ultra-spécialisés. Donc je trouve qu'on a une maturité qui est plus forte aux États-Unis. Maintenant, comme tu parles d'optimisme, je vais essayer d'être un peu optimiste. Il y a un grand changement en ce moment dans l'écosystème tech, qui est tout ce qui est adoption du cloud. Parce que l'adoption du cloud, c'est deux choses. C'est des nouvelles technologies, donc on peut créer des instances partout en un clic, etc. Mais c'est surtout des nouvelles méthodologies de déploiement. Et en fait, on parle beaucoup maintenant de quelque chose qui s'appelle DevSecOps, où en fait, on va casser la dynamique qui autrefois, surtout aux États-Unis, était les gens de la production font leur travail, quand c'est fini, ils vont voir l'équipe de sécurité qui dit « Ah, c'est nul, il faut refaire ». Et à la place, ils vont travailler ensemble pour, par design, comme on le disait tout à l'heure, avoir une solution qui est déployée proprement. Et donc, avec un peu de chance, et je vois qu'en fait en Europe, un peu de la même manière qu'il y a des pays qui technologiquement sont en arrière, et puis ensuite, quand ils s'y mettent, ils ont la dernière technologie. On voit ça, on commence à voir ça en France, une adoption de DevSecOps qui peut-être permettra d'éviter la case équipe de sécurité énormissime. Très clair. Donc finalement, un petit peu d'optimisme de ton côté également. Un tout petit peu. Restons peut-être finalement sur ces sujets techniques. Et du coup, je vais vous redonner la parole, en fait, Olivier et Renaud. C'est important que les gens de l'assistance qui sont, pour certains, managers, patrons, etc., soit de PME, soit de grands groupes, puissent ressortir cette conférence avec une idée de où ils en sont, leur niveau de sophistication et quelle est la prochaine étape pour eux. Donc je propose qu'on ne parle pas des règles de cyber-hygiène qu'on peut lire partout. Et notamment, BPI France a publié un très bon fascicule qui résume les 6 principales règles de cyber-hygiène. Mais parlons vraiment stack techno. Quels sont, d'après toi Olivier, les stacks techno ultra basiques que tout le monde doit avoir? Et ensuite, toi Renaud, quelles sont les tendances techno pour aller un peu au-delà? Parce qu'on comprend aussi de tout ce qui vient être dit, c'est qu'il faut être plus sophistiqué que son voisin pour être moins attaquable. En tout cas, hors partie étatique où les gens peuvent être visés malgré tout. Alors en termes de techno de base, il n'y a pas une solution qui fonctionne pour tout le monde, mais la base c'est déjà le firewall qui est la porte d'entrée. Donc toute entreprise doit avoir à partir du moment où ils ont un accès Internet, un firewall qui définit ce qu'on laisse entrer et sortir. Donc ça c'est vraiment la base. La seconde chose, c'est la sécurité du poste de travail, parce qu'on a des postes de travail dans toute entreprise. Donc tout ce qui est ransomware et ce genre de choses, ce sont des choses qui arrivent sur les postes de travail. Donc là, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que l'antivirus ne fonctionne plus. Et ça, les professionnels le savent. Il y a des nouvelles technos qui sont arrivées qui permettent de vraiment protéger. Quand on a un ransomware, on appuie sur un bouton, on revient dans l'état initial. Donc il y a vraiment des solutions qui existent. Ce qu'il y a, c'est qu'on est relativement lent pour les adopter. On se dit, j'ai mon ancien antivirus, si je prends un truc nouveau, je vais prendre des risques. Mais les nouvelles technos, et il y a plusieurs marques qui font ça, protègent très bien contre ce genre de choses. Donc ça, on va dire, c'est vraiment la base. Ensuite, ça va dépendre de l'activité. Il faut être pragmatique. Quand vous avez une activité où l'informatique est peu importante, ça peut suffire. Si vous avez des données très sensibles, le chiffrement peut être important parce que c'est vraiment le seul moyen de se protéger contre le fait qu'on vous prenne des données. L'authentification est également importante, que n'importe qui puisse pas se connecter sur votre système. Mais là encore, ça dépend un petit peu de la sensibilité des informations que vous allez avoir sur votre système. Donc, il faut vraiment regarder son activité, regarder ce qui est important pour vous et ensuite mettre les bons outils pour protéger, je dirais, ce qui fait votre fonds de commerce. Et donc sur ces 2 briques de base, donc Firewall et EDR qui remplacent les antivirus,
Est-ce que tu as une vision du taux d'équipement américain versus français pour... Alors sur les firewalls, ça commence à je pense qu'on est à peu près pareil maintenant en Europe qu'on peut l'être aux États-Unis. Sur la partie EDR, c'est-à-dire vraiment nouvelle techno, on est, je pense, 12 à 18 mois en retard en Europe par rapport aux États-Unis. Un fournisseur qui a fait son introduction en bourse récemment, qui pèse des milliards de dollars, fait encore plus de 80% de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Donc il y a vraiment une très grosse différence, le marché américain. Et après, on voit aussi une grosse différence en France par rapport aux autres pays européens. En France, on a tendance à se protéger une fois qu'on s'est fait attaquer. Les anglo-saxons anticipent beaucoup plus. Et donc ils se décident beaucoup plus vite pour mettre des nouvelles technologies en place. Donc on voit vraiment une différence entre la France qui est vraiment très en retard sur l'adoption des nouvelles techno par rapport aux autres pays. D'accord. Peut-être avant de passer la parole à Renaud sur la dimension un peu architecture et les autres cœurs de techno, enfin les autres drivers techno, peut-être un droit de réponse sur ce qui vient d'être dit, sur le niveau de sophistication des RSSI français et sur le taux d'équipement des entreprises. Emmanuel et Jérôme, quel est votre point de vue là-dessus? Alors je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas bons, les RSSI en France. J'ai dit qu'il y avait moins de budget qu'en France. Alors c'est moi qui vous pousse un petit peu. C'est plus vrai pour les petites et les petites entreprises et PME. Sur les grands groupes, il y a un niveau d'équipement qui est quand même satisfaisant. Je dis pas quand même trop de mal. Je pense qu'Olivier et Renaud ont des clients dans l'audience et polissent leur langage. Je vais pas trop me prononcer sur les technos parce qu'il y a des... Je laisserai Jérôme et Wavestone qui font leur radar chaque année, des technos s'exprimer là-dessus, qui, je pense, a une vision bien plus exhaustive que moi. Mais c'est vrai qu'on a un problème de compétences actuellement en France. D'ailleurs, on le voit à travers les salaires que les RSSI aujourd'hui arrivent à gagner. Donc, tant mieux pour les RSSI, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on manque de RSSI sur le marché français. Donc on manque de formation, on manque de gens expérimentés, on manque de prise en compte beaucoup plus tôt. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce que nous disent les grandes écoles d'ingénieurs, par exemple, ou les moins grandes d'ailleurs, mais les écoles d'ingénieurs en général, c'est qu'elles ouvrent des formations en cyber pour avoir derrière des RSSI, sauf qu'elles n'arrivent pas à remplir ces formations. Donc voilà, on a un petit problème de notoriété, je pense, sur ces métiers-là aujourd'hui. Je ne suis pas trop inquiet. Encore une fois, quand on voit les niveaux de salaire qui se pratiquent aujourd'hui dans la cybersécurité, ça va fortement aider à la notoriété de ces métiers-là, évidemment. Mais voilà, on a effectivement un petit retard qu'il faut qu'on comble. On a tout pour le combler. Je pense qu'il faut maintenant que les jeunes, et s'il y en a dans la salle, qu'ils n'hésitent pas, s'engagent dans ces métiers-là, quoi. Alors là, j'approuve à 200% le côté compétences. C'est le problème numéro 1 aujourd'hui sur le marché. Et on le dit souvent, en fait, la tâche numéro 1 des spécialistes en cybersécurité, c'est plutôt de faire des RH aujourd'hui. Pour arriver à recruter les bonnes personnes, arriver à les faire monter en compétences pour ceux qui rentrent dans le domaine en venant d'ailleurs. Et ça, c'est génial, justement, d'avoir ce mix de compétences. Et puis après, dans le fait de les garder, parce qu'effectivement, il y a un peu de guerre des salaires aussi. Bon, espérons que cette image évolue et qu'on attire de plus en plus de jeunes. Sur le volet technologique, donc effectivement il faut protéger son périmètre avec les pare-feux, protéger ses postes de travail, ses tablettes, ses smartphones, voilà. Moi j'ajouterais une chose qui est vraiment, il y a un élément que nous on a vu être attaqué dans 100% des crises qu'on a gérées l'année dernière, c'est le fameux Active Directory. Je pense que ce nom dira pas mal de choses à des gens dans la salle. C'est le système central qui gère tous les accès dans le système d'information pour dire qui a accès à quoi, tel fichier, tel ordinateur, telle application, etc. Et ce système-là, c'est vraiment le Graal pour les cybercriminels parce qu'une fois qu'ils ont réussi à prendre le contrôle de cette clé de voûte du système d'information, ils peuvent installer leurs outils d'attaque absolument partout et avoir un maximum de dégâts. Donc ça, s'il y a bien une priorité dans les plans d'action aujourd'hui, c'est sécuriser l'Active Directory. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Là-dessus, on va d'ailleurs nous-mêmes sortir un livre blanc la semaine prochaine sur le sujet conjointement avec Microsoft. Usuellement, on est vraiment dans une logique d'indépendance, mais là, on s'est lié avec Microsoft, qui est l'éditeur de cette brique-là, pour arriver à donner des réponses concrètes à la sécurisation, parce que c'est vraiment important. Et pour conclure, effectivement, sur le décalage US-France, oui, il y en a toujours eu, parce que je pense que
En France, on est un peu plus circonspect devant les technologies. On attend vraiment de voir si elles marchent et on va plutôt être sur justement ce volet plus humain. Je pense que c'est pas forcément non plus un problème que d'investir immédiatement dans toutes les technologies qui sortent. Moi, j'ai trop vu des investissements avec des achats et puis derrière, ce qu'on a acheté, ça reste en fond d'une armoire parce qu'il n'y a personne pour l'installer, il n'y a personne pour le gérer. Et en fait, pour moi, le vrai point numéro 1, c'est ça aujourd'hui. Écoute, Jérôme, je suis ravi que tu aies mentionné l'Active Directory. On y reviendra en partie 2 quand on parlera de la filière cyber. Et je vois Renaud se préparer à l'attaque. Pour tout à l'heure. Lionel, chez nous, donc on a parlé de pénurie de talent comme problème numéro 1 en cyber. On a parlé du fait qu'il y avait un gros rattrapage technologique des groupes français. Chez BPI France, ça s'est traduit comment ces 2 points? En fait, je pense qu'on a les DSI, on est confrontés à ces multiples dilemmes, à la fois la pénurie, à la fois la menace et en même temps les affaires continuent. Il faut qu'on délivre nos enjeux business en même temps. Donc voilà. Et je pense qu'une partie de la réponse a été évoquée. Donc nous, on est en train de switcher en ce qu'on appelle en logique DevSecOps, c'est-à-dire que la sécurité, ça ne peut plus être que des experts. Et pour autant, je vous donne juste que mes équipes et mon RSSI dans la salle, on a multiplié les équipes par 5. Donc globalement, pour vous donner une idée, pour autant ce n'est même plus suffisant puisque globalement il faut que la sécurité soit par défaut, by design et dans toutes les équipes. Et donc aujourd'hui on a dans chacune de nos équipes qui travaillent en DevSecOps ce qu'on appelle un Security Champion. C'est l'équipe qui est responsable de la sécurité, c'est elle qui porte la sécurité de ce qu'elle développe et qu'elle met en œuvre. Et comme elles sont dans le DevSecOps, c'est non seulement s'occuper de ça dans la construction, mais c'est you build it, you run it, you own it, c'est-à-dire qu'ils sont propriétaires de leur solution. Donc là, en responsabilisant nos équipes sur ces sujets-là, on voit effectivement que la chose est vue très en amont et on n'a pas des logiciels qui sont construits sans sécurité. Donc ça, c'est un point important. On a un niveau de compétences qui monte partout dans nos équipes, parce que c'est aussi important, et ces relais des Security Champions animés par notre RSSI fait qu'on est plus nombreux, on est plus capillaire dans la gestion de la compétence et de la menace, donc by design. Et en clair, tout ça, c'est ce que j'appelle de l'intelligence collective. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là parce que je pense que c'est important. Et ce, en plus de tous les outils, des solutions qu'on a. Oui, il faut sécuriser notre AD. Il y a un point qui n'a pas été évoqué. Moi, j'appelle ça la résilience. Aujourd'hui, on doit développer des applications qui sont résilientes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y ait des sauvegardes. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on faisait une sauvegarde. Après, en milieu de carrière, on faisait 2 sauvegardes. Maintenant, on fait du 3-2-1. On fait 3 sauvegardes. Alors, c'est malheureusement pas très green tout ça, mais au final, et donc on fait notamment une sauvegarde offline parce qu'il faut savoir que quand un attaquant vous perfore, donc dans votre système d'information, et on est tous sous cette épée de Damoclès, je pense qu'aucun DSI peut dire moi je suis tranquille. Donc on a des fois des sueurs froides parce que nos systèmes sont de plus en plus complexes. Donc la 3e sauvegarde, c'est une sauvegarde offline, parce qu'il faut savoir que la plupart des cyberattaquants, quand ils rentrent dans votre système d'information, vont chercher les systèmes de sauvegarde et vous les encryptent. C'est une façon d'être encore plus sous la menace, je dirais, d'une rançon ou voilà, quand vous n'avez même plus de sauvegarde, là vous mettez en jeu carrément, je dirais, la survie de votre entreprise, ce qui malheureusement arrive. Et on le voit dans les excellences, etc. On voit dans les clients qu'on accompagne côté BPI, ça arrive toutes les semaines. Donc voilà. Et il faut qu'on soit encore plus actif sur ces sujets-là. Merci beaucoup. Donc on a déjà abordé beaucoup d'aspects techniques. On a dit les 2 briques de base, Firewall, EDR qui remplace les antivirus qui ne fonctionnent plus, Active Directory qui devient une brique à protéger absolument, DevSecOps qui est la bonne méthodologie architecturale pour développer du nouveau code. On a parlé de résilience chez Olivier, on a parlé de... j'oublie un peu, mais pas mal de sauvegarde, bien sûr. Et j'en oublie un, voilà, bon, peu importe. Renaud, si tu nous amènes encore peut-être un peu plus loin dans les dimensions architecturales et les grandes tendances technologiques en cyber, de quoi tu penses qu'il faut absolument parler? En fait, moi je dirais, au-delà des outils, il faut réfléchir à la méthodologie. Et c'est ça qui manque beaucoup. En fait, je dirais quelqu'un qui a une bonne méthodologie, qui sait mesurer la sécurité, qui sait contrôler son environnement, n'a pas besoin d'énormément d'outils de sécurité. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on réagit
et comment est-ce que le problème de sécurité est respecté. Et ça, en fait, on ne le voit pas assez. Et les vendeurs, et on est tout à fait coupables, très très vite s'orientent vers des indicateurs qui sont en fait pas si utiles que ça. Le nombre d'attaques, des chiffres qui ne veulent rien dire. On a reçu 60 000 attaques sur le firewall. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Mais apprendre à mesurer, qu'est-ce que c'est qu'un problème de sécurité? Quel est mon but? Pour moi, quel est le succès? Qu'est-ce que ça veut dire le succès en tant que RSSI? C'est ça qui est important. Et après, il faut choisir les outils, comme on disait. Alors, on parlait firewall, EDR, etc. Il y a un point que je soulignerais juste, c'est avec Covid, tout est passé par la fenêtre. Puisqu'en fait, tout à coup, on a eu toute une flopée d'utilisateurs qui travaillent de chez eux. Certains, tout à coup, l'entreprise a commencé à autoriser l'usage de leur poste de travail personnel, puisqu'il y avait une pénurie d'ordinateurs portables. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour mesurer? Et encore une fois, si on a une méthodologie, un contrôle d'accès strict et une gestion du risque qui est stricte, du coup, on peut accepter et on peut avancer comme ça. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la partie 2, consacrée à la filière cyber et à l'émergence de champions technologiques français et à la création d'une filière cyber forte. Le constat est le suivant. On pourrait intuitivement dire qu'on a beaucoup d'atouts pour créer un très gros champion dans le domaine de la cyber en France. On a l'ANSSI où on forme de très grands spécialistes cyber. On a de très bonnes écoles d'ingénieurs. Et aujourd'hui, on a une industrie du venture capital qui est capable de financer des projets qui prennent des leaderships mondiaux. Et d'ailleurs, on a réussi à prendre des leaderships mondiaux sur des sujets qui paraissent beaucoup plus loin de l'ADN stéréotype français, comme le marketing. On n'est pas a priori les champions du marketing en France, et pourtant on a Content Square. On n'est pas les champions des cartes Panini, et pourtant on a Sora. Mais on n'a pas de champion technologique en cybersécurité. Je vais peut-être donner d'abord à nouveau la parole, désolé, l'ordre a un peu changé au final, aux fournisseurs de techno pour avoir leur point de vue sur ce constat-là, et ensuite un droit de réponse aux côtés français et utilisateurs. Alors on va trouver que je suis peut-être un petit peu négatif, mais c'est vrai que c'est compliqué en France. On a un savoir-faire, on a des gens qui sont bons. Le problème qu'il y a eu pendant longtemps, et c'est en train de changer, c'est que les investisseurs en capitaux ont tendance à demander aux sociétés en France qui développaient des produits de démontrer déjà sur le marché français que ça fonctionne. Et dire ensuite on mettra plus d'argent, vous pourrez aller à l'international. Mais comme on n'est pas les plus rapides à adopter les nouvelles technologies en France, les trains passent. Donc on a tendance à penser en France qu'on a un gros marché qui est suffisant pour démarrer une société. C'est moins de 5% du marché mondial. Donc si on veut devenir un acteur mondial, maintenant il faut aller vite. Donc si vous prenez les sociétés israéliennes qui ont dans la cybersécurité beaucoup de succès technologique, ils gardent la R&D en Israël et ils vont très vite aux US. Ils commencent à vendre sur le marché américain, ils se font voir comme une entreprise américaine, et d'ailleurs ça serait intéressant d'entendre, parce que je crois que c'est ce que vous avez fait, c'est une raison aussi du succès. Ils se font voir comme une société américaine, et une fois que ça marche aux États-Unis, qui est toujours un marché plus en avance, ils reviennent en Europe, sur l'ensemble des pays, avec des moyens très importants pour pénétrer le marché. Donc il y a une vingtaine d'années, vous aviez un fabricant français de firewall qui s'appelle NetAsk, qui avait une très bonne offre technologique. Vous avez Fortinet, un américain. Ils ont démarré avec des technos équivalentes. Il y en a un qui avait jeté à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a été racheté, je crois, par Thales. Et à côté, Fortinet, maintenant, ils font 4 milliards de chiffre d'affaires. Ils sont partout dans le monde et ils valent 40 milliards en bourse. Alors, sujet très compliqué. D'abord, je vais commencer en disant qu'un programme, un logiciel, ce n'est pas un produit. C'est-à-dire qu'il y a une technologie, on a un savoir-faire ici en France, on a des très bons ingénieurs, mais pour transformer un logiciel en produit, il faut une équipe marketing, il faut une équipe de vente, il y a tout un ensemble, il y a un millier de variables autour qui transforment un logiciel en produit. Et c'est important parce qu'on n'a pas les talents pour tout. Donc par exemple, globalement, du talent en France pour ce qui s'appelle Product Marketing Manager, donc marketing sur le produit, c'est très difficile à trouver.
Donc, premier point. Deuxième point, comme tu le disais, si on prend l'exemple d'Israël, effectivement, premier truc qu'ils font, c'est qu'ils vont aux États-Unis. Les États-Unis, c'est grosso modo 50% du budget, ou peut-être 40% du budget mondial en cybersécurité. Et au-delà de ça, l'immense majorité de ce budget est en fait divisée dans ce qu'on appelle les Fortune 500, donc les 500 plus grosses entreprises américaines. Et comment est-ce qu'elles fonctionnent? Elles fonctionnent avec ces entreprises, elles demandent en fait, comme je le disais tout à l'heure, une ultra spécialisation, une capacité à monter à grande échelle. C'est-à-dire que vous allez voir une banque américaine en disant voilà, j'ai une solution de log, ils veulent que ce soit la meilleure solution de log et de gestion de journaux d'événements. Elle ne veut pas une solution qui fasse un petit peu de gestion d'événements et un petit peu de détection d'intrusion et un petit peu de etc. Ils veulent quelque chose qui est spécialisé et qui monte en charge pour toute leur entreprise. J'en ai fait les frais moi-même. On avait une solution de log qui était un peu un hobby pour notre solution. Donc les gestions d'événements, c'est beaucoup de volume de données. On avait ça, on va voir une des grandes banques américaines, on leur dit voilà, on a une solution, vous pouvez un peu elle complète notre produit, vous pouvez la faire cohabiter avec vos solutions existantes. Et là, ils nous regardent et disent ouais, enfin, le data center à tout l'étage numéro 2, c'est notre gestion d'événements. Donc on ne va pas commencer à dupliquer ça pour le fun. Bonne leçon. Et ce qu'on voit dans les entreprises françaises, et donc du coup ce qui affecte les startups en France, c'est qu'en fait, moi, les entreprises françaises, surtout les grosses entreprises, les RSSI, moi, je trouve que ce sont des RSSI de petites entreprises qui sont enfermées dans une grande entreprise. C'est-à-dire, ils ont une mentalité, très souvent, et souvent c'est lié à des raisons budgétaires, ils ont une mentalité de « Ok, je vais prendre une solution qui va faire un peu tout. Finalement, je n'ai pas besoin, pour commencer, je n'ai pas besoin du meilleur produit qui fasse tout, mais je veux qu'un seul fournisseur parce que ça m'évite d'aller demander un budget, etc. » Et du coup, on a des entreprises, des startups qui tombent dans ce piège et qui en fait commencent à faire une solution un peu généraliste. Donc, ils ont commencé avec une bonne idée et puis ils se diluent et ça devient très très difficile à maintenir. Et tant qu'on continue comme ça, et tant que ces entreprises continuent d'opérer comme ça, ben on restera bloqué. Juste une chose à ajouter, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est qu'aux États-Unis, le fondateur d'une start-up, en général, il se base sur la techno, donc il développe, enfin c'est lui qui a l'idée de la techno, et très vite il se met en retrait avec un job de CTO, founder, et il embauche un CEO, voilà, qui est quelqu'un pour développer la boîte et la faire grossir. Donc quand je vois ton titre CTO et founder, c'est exactement ce qui a été fait. Et ils n'ont aucun problème à lâcher leur poste de direction pour mettre quelqu'un de plus compétent. C'est ce qui a été fait chez Palo Alto, chez beaucoup de très grosses boîtes qui sont devenues des très gros succès. Et en France, on a tendance, on est le créateur, on est un technicien, on veut aussi être le patron et on n'est pas prêt à lâcher son poste. Juste à 13h, c'est le sujet de mon talk Bang. Accepter ses limites. Merci beaucoup. Alors, vous nous décrivez du coup, très directement, Emmanuel, l'ANSSI, quelle est votre position sur cette recommandation qui est pour les entrepreneurs, aller d'abord aux US, ou en tout cas aller très vite aux US, et concentrez-vous sur ce marché qui est très gros, parce que c'est comme ça que votre société va devenir grosse et que vous allez pouvoir servir le marché français avec le meilleur produit, etc. Bon, moi je vais être extrêmement modeste sur ces sujets-là parce que je ne suis pas un businessman, je suis qu'un humble serviteur de l'État, donc j'ai beaucoup de respect pour les chefs d'entreprise et ce qu'ils font. Donc je me garderai bien de donner des leçons de morale ou voire même des recommandations trop fortes aux chefs d'entreprise. À l'ANSSI, on a deux idées. La première, c'est une position un peu de principe, mais qui ne vous étonnera pas, qui est de dire que finalement, pour protéger nos infrastructures critiques françaises ou pour protéger nos données les plus sensibles, effectivement, on a plus confiance dans des entreprises françaises ou des entreprises européennes. Voilà. Dire le contraire, ce serait un non-sens évident, quoi. Voilà. Donc ça, c'est notre première position de principe. Ça ne répond pas à votre question, j'en ai bien conscience, mais en tout cas, c'est notre position. Et puis, la deuxième
la deuxième idée qu'on a par rapport à ce qui vient d'être dit, et qui est un projet très important, c'est le campus cyber. Ça, c'est vraiment un projet très important qui est sorti de terre, puisque le bâtiment existe, mais qui va être bientôt habité, on espère début 2022. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que c'est un projet privé-public. Et on n'a pas inversé justement la charrue, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'est dit, si on veut développer l'écosystème d'entreprise, faire en sorte qu'il y ait des startups qui se développent, des grands groupes qui en profitent, bref, que l'écosystème globalement en profite, peut-être qu'il faut faire appel un peu plus à des gens dont c'est le métier, donc des chefs d'entreprise, Michel Vandenberg au premier chef, mais à d'autres aussi. Voilà. Donc on va y participer, effectivement, c'est un vrai... pour nous, c'est un vrai engagement, quoi. On y sera très présent, avec un étage complet, donc on y sera massivement présent. Mais encore une fois, c'est d'abord une question de business que nous, on peut accompagner, mais pour lesquels on reste extrêmement modeste, quoi. Tu voulais compléter, je vois, non? Avant de donner le droit de réponse au droit de réponse à Renaud. Oui, alors sur ce volet de l'innovation française et de ce qui va avec, nous on fait tous les ans le radar des startups de la cybersécurité et on voit qu'on a ce vivier dont on parlait à l'instant, hein, il y a 150 startups en cybersécurité en France, c'est un très beau chiffre si on le compare par exemple avec le Royaume-Uni qui est aussi très dynamique et avec tous les autres pays européens. Évidemment, face à Israël ou face aux États-Unis, alors on ne parle pas non plus aux États-Unis de la même taille, on est en dessous, mais voilà, si on prend le top 5 mondial, on n'a pas à rougir sur ce début de vivier. Là où je suis complètement d'accord avec ce que disait Renaud, c'est que quand on regarde qui sont les fondateurs et qui gèrent ces sociétés-là, ben c'est souvent la personne qui a eu l'idée et c'est très très souvent des profils très techniques, très ingénieurs qui vont concevoir des solutions qui vont parfois quand on leur pose la question mais à quoi ça sert et comment vous le vendez, ben c'est pas leur question. Alors que ça devrait être leur question. Voilà. Et ça c'est vraiment un point clé d'arriver à changer son état d'esprit pour vendre quelque chose. Et on a des fois l'impression que vendre quelque chose, ça fait mal aux ingénieurs qui conçoivent des produits. Alors que quelque part, ben, si on vend, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer du chiffre d'affaires et on va pouvoir le réinvestir dans la R&D. Et en fait, le frein premier que je vois moi aujourd'hui, c'est que la plupart des startups, effectivement, vont essayer de vendre en France, certainement poussés par leurs investisseurs, certainement aussi parce que c'est leur premier réseau de proximité. C'est dur pour une startup de vendre à des grands groupes français parce qu'on est moins aventureux dans l'investissement que peuvent l'être des grandes structures américaines ou israéliennes. Donc là, il y a un vrai frein. Mais il y a aussi un frein quelque part un peu psychologique, c'est que souvent, on a un peu un discours de souveraineté qui est extrêmement présent et qui est même un discours un peu limitant. C'est-à-dire que pour la plupart des structures, on va faire une solution qui va être pas mal, mais qui ne va pas forcément réinventer la roue, qui va un peu copier des produits déjà existants. Et ça, c'est 60% des startups, hein, quand on analyse ce qu'elles font, qui sont dans cette logique-là. Et le différenciant, c'est qu'on va mettre un petit drapeau français. Et ce petit drapeau français... il y a une espèce de croyance qui est de dire parce qu'on est français, on va être préféré aux autres. Mais les grands groupes français, le CAC 40, leurs équipes informatiques, certes il y en a à Paris, mais il y en a aussi aux États-Unis, il y en a aussi en Asie, il y en a dans tous les pays d'Europe. Et donc en fait, acheter français ou pas français, pour eux, c'est pas du tout la question. Ils veulent un produit qui va répondre aux enjeux mondiaux. Donc oui, être français, ça va aider. Avoir ce drapeau français, ça va aider dans certains secteurs d'activité très sensibles. Il faut qu'on ait des solutions souveraines, et je pense en particulier sur tout ce qui est chiffrement ou capacité de détection des attaques, parce que ça, c'est les deux fondements de la souveraineté dans le cyberespace. Mais il faut très rapidement que notre écosystème se tourne vers l'étranger et réfléchisse tout de suite à s'internationaliser. Parce que même si on vend extrêmement bien en France, on arrivera à faire quoi? On arrivera à faire des PME, de la cyber, qui seront certes rentables, qui pourront faire vivre 25, 50 personnes, mais on n'arrivera pas à créer ces champions, ces licornes qu'on appelle de nos voeux, parce qu'on n'aura pas cet effet d'entraînement d'une vente massive qui va amener du budget pour la R&D et qui va permettre d'aller plus loin. Et ça, je pense que c'est vraiment un des freins aujourd'hui qu'on observe. Et j'ajouterais, avant de laisser la parole à Renaud, que les licornes sont peut-être plus pérennes et plus difficiles à acquérir pour des groupes américains qui voient une opportunité de marché en France que des PME ou des startups qui n'ont pas dépassé la dizaine de millions de revenus. Et dans votre panel, je pense qu'il y en a très très peu, et dans le vivier que tu décrivais, il y en a très peu qui ont réussi à passer ce palier de 10 millions et rester indépendantes. Et on a vu cette année Alcide et Screen
Alcide, donc dans l'Active Directory racheté par Renault, partir dans des groupes américains. Oui, je vais juste compléter là-dessus. Effectivement, il y a un vivier de 150 startups. Depuis l'année dernière, en collaboration avec BPI, justement, on suit aussi les scale-up, donc l'étape d'après. Actuellement, on en a identifié une quinzaine. Donc on voit qu'on a déjà un facteur 10. Et dans ces scale-up, effectivement, il y avait des très belles structures qui ont été acquis par des groupes aux États-Unis. Alors, dans cette affaire-là, on peut toujours voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste par nature, et donc je le vois aussi comme une étape indispensable au fait que le marché progresse, on démontre que des sociétés françaises dans lesquelles les investisseurs vont mettre de l'argent, ils peuvent faire un exit, ils peuvent faire quelque part du bénéfice. Et puis ça fait aussi monter en puissance notre écosystème d'entrepreneurs qui derrière peuvent guider les autres, se relancer dans une nouvelle aventure. Donc effectivement, ça laisse toujours un petit goût amer quand on se dit ah mince, un Alcide qui aurait pu être une licorne française, etc. Mais je pense que c'est quelque part quand même quelque chose de positif pour que l'écosystème progresse à moyen terme. D'accord. Renaud, tu voulais répondre au droit de réponse ? Je voulais rajouter quelque chose sur la souveraineté. Parce qu'en fait, je trouve que, en tant que Français, on fait confiance aux entreprises françaises. Pour moi, je vois ça qu'ici. Et c'est intéressant parce que aux États-Unis, quelques années après la création de ma société, le département de la défense américain a standardisé sur notre solution. Cofondateur français. Et aucun problème, ils m'ont pas fait de background check, comme on dit, etc. Parce qu'ils ont un lien contractuel. Australie, même chose. En France, on a cette espèce de réflexe de dire non, on va être souverain, on va prendre une solution locale. Le problème, c'est que c'est un poison dans le sens où, en fait, on commence à mettre le doigt, en tant que société qui est sélectionnée, à mettre le doigt dans un engrenage qui va, en fait, finalement bloquer le développement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je suis une société française, j'ai été sélectionné par le ministère des Défenses, de la Défense française pour... voilà. Tout à coup, maintenant, il faut que je passe des certifications ANSSI. Je vais mettre ça en avant. Je vais mettre le doigt dans l'engrenage des certifications parce que elles sont imbriquées les unes dans les autres. À chaque fois que je suis certifié, ça ralentit mon développement parce qu'en fait, une fois qu'un produit est certifié, la version suivante, il faut la recertifier. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Un client arrive des États-Unis, un prospect arrive aux États-Unis, n'importe quoi, Allemagne, quoi que ce soit, il va sur le site web de cette société qui dit « Ah, nous on est certifié ANSSI, drapeau français, cocorico », et il se dit « Bon, ça c'est pas pour moi ». Et du coup, il y a de l'ingénierie qui est perdue comme ça, et du mindshare, comme on dit, qui est aussi perdu, puisqu'on reste enfermé sur nous-mêmes. Et donc ça, il faut s'en méfier, et c'est le premier truc qui m'a choqué quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était on peut dire beaucoup de choses négatives sur les États-Unis, mais il y a une chose positive, c'est qu'ils regardent la solution, elle répond au problème, ils achètent, d'où qu'elle vienne. C'est le marché qui décide. Ah, bien sûr. Et ensuite, bien sûr, Emmanuel, je pense que tu as un droit de réponse là-dessus. Non, je voulais juste rajouter, c'est pas l'un ou l'autre. On peut être un acteur local, devenir mondial et continuer à être une société d'origine française. C'est pas parce que vous partez aux US que vous perdez ce label français, que les entreprises gouvernementales vont pas acheter cette techno qui est développée en France. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Mais simplement, je pense que même pour les gouvernements, avoir un produit vendu dans le monde entier, donc avec une expérience utilisateur beaucoup plus large, un produit qui va évoluer beaucoup plus, permettra d'avoir au gouvernement français, aux entreprises un peu sensibles, des produits de meilleure qualité. Entièrement. Et d'ailleurs, dans les géants américains, il y a beaucoup de franco-américains. Datadog, qui devient une société de cyber également, et plus seulement d'infra. Tenable, évidemment. Qualys, ton concurrent direct, qui a été fondé par des Français aussi. Donc c'est très très fréquent. Mais les gros acteurs dans la cybersécurité ne sont pas forcément des entreprises américaines. Prenez Checkpoint, qui est d'un très très gros, c'est une société israélienne. Vous avez plein d'exemples comme ça. Palo Alto, on voit, c'est une société américaine, c'est été créé par un Israélien et c'est d'origine israélienne. Donc voilà, maintenant on a des entreprises qui sont mondiales. Mais ça n'empêche de garder une R&D forte en France avec des gens compétents et faire grossir le nombre d'ingénieurs qualifiés en France. Alors Emmanuel, un étage au campus cyberdéfense, c'est mettre le doigt dans l'engrenage ou pas ? Oui, alors je vais peut-être préciser effectivement, parce que je pense qu'on n'a pas des positions si éloignées que ça. Pour préciser un petit peu la position de l'ANSSI, on n'est pas opposé à l'ANSSI à des solutions qui ne sont pas françaises ou européennes. Comment on ferait sinon avec Microsoft Office, pour ne pas les citer, ou d'autres ? Je veux dire, on ne va pas interdire ça dans nos administrations, c'est pas l'idée, quoi.
Mais en revanche, on est persuadé, encore une fois, que sur certains composants critiques, sur certaines données très sensibles et particulièrement sensibles, on parlait du chiffrement tout à l'heure, on ne peut pas entièrement s'en remettre à une société étrangère, quoi. C'est un peu ça notre limite, quoi. Donc effectivement, c'est de l'analyse de risque, hein, derrière, hein. C'est savoir qu'est-ce qui est critique dans votre système d'information, qu'est-ce qui est critique dans vos données, et puis faire cette analyse de risque pour vous dire, ok, quelle est la solution qui me paraît la plus performante, certes, mais nous, en tant qu'État aussi, quelle est la solution qui nous protège par rapport à des revirements un peu géopolitiques? Parce qu'on a ça aussi à gérer au niveau de l'ANSSI. Alors évidemment, c'est une problématique très étatique qui dépasse très certainement un très grand nombre d'entreprises, mais pas toutes pour autant, hein. Il y a des entreprises stratégiques qui aussi doivent se poser cette question-là de temps en temps et qui se la posent, hein. Donc voilà, on est encore une fois, enfin, on est très content quand des entreprises françaises se développent à l'étranger, quand des entreprises américaines viennent sur le sol français, etc. Bah, écoutez, c'est comme ça. On est aussi très content quand des entreprises françaises ou européennes arrivent à vraiment se développer. Et je pense qu'il ne faut pas avoir non plus une vision trop noire de nos entreprises. On a quand même des belles entreprises, hein. Je ne vais pas les citer parce que j'ai un devoir de neutralité. Mais voilà, on a quand même quelques belles réussites en France. Certes avec du retard par rapport aux États-Unis, mais dans quel domaine industriel on n'a pas toujours un petit peu ce retard finalement, hein. Il y a ça aussi, quoi. Dans les cartes Panini. Alors peut-être dans les cartes Panini, ouais. Voilà. Je vais me faire taper sur les doigts parce qu'il reste que 3 minutes pour les questions, mais c'est important, vous en avez certainement, donc je vous laisse la parole, y compris en dehors des chaises d'ailleurs, hein. Bonjour, Damien Hainaut, TempoCap, qui est un fonds d'investissement très actif en cybersécurité. Et j'ai une question qui est un peu dirigée sur le sujet de la souveraineté, justement, qui est arrivé avec différents angles. Ma vision des choses est que les cybercriminels sont de plus en plus sophistiqués, que l'innovation est transnationale, il n'y a pas de notion de souveraineté dans l'innovation du côté cybercriminalité, et donc beaucoup des pratiques et des choses que fait ANSSI sont reconnues mondialement, mais sont dans le cadre effectivement étatique français. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager justement un équivalent transnational ou une coopération entre alliés qui se fait sans doute déjà dans une mesure, mais justement pour répondre aussi vite ou plus vite, ce qui va être dur, que les cybercriminels qui eux ne sont pas du tout limités à des frontières? Ouais, vous avez complètement raison. La réponse, bien souvent, elle n'est pas à l'échelle nationale, hein. Elle est au minimum à l'échelle européenne, quoi. Donc nous, à l'ANSSI, on travaille beaucoup à ce niveau-là, effectivement. Il y a eu un règlement très important qui est sorti en 2019. Je suis désolé, ça fait un peu technocrate, mais c'est un règlement important qui s'appelle le Cyber Security Act. Et ça, c'est un règlement important parce qu'il permet de reconnaître entre les pays de l'Union européenne la certification d'un produit qui est fait dans un pays. Alors j'ai entendu ce qui était dit sur la certification, mais c'est aussi extrêmement intéressant parce que du coup ça ne fait pas seulement de la certification pour les Français en France, mais ça permet effectivement, une fois qu'un produit a été certifié dans un pays, eh bien, de s'en prévaloir dans un autre pays et donc de s'ouvrir des marchés dans d'autres pays. Voilà. Donc je suis d'accord avec vous, l'innovation effectivement elle est au niveau européen et le marché pour nos entreprises, en tout cas il est au niveau européen, quoi. C'est évident, quoi. Et on y travaille beaucoup, quoi, justement. Une autre question? Eh bien, j'ai l'impression que non et qu'on est parfaitement dans le timing. Enfin, il reste 1 minute. On est censé finir à l'avance ou on peut finir à l'avance ou Je peux combler. Mais écoutez, merci beaucoup à vous 6 d'être venus, des éclairages très différents, mais je pense finalement plus de consensus que ce que j'imaginais au tout début de la séance. Donc content de cette conclusion et assez optimiste sur les aspects notamment filières. Merci à vous.